Joseph Staline, leader de l'Union soviétique. Joseph Staline est né le 18 décembre 1878 à Gori, en Géorgie, dans l'Empire russe, au sein d'une famille pauvre. À 7 ans, il a attrapé la variole, lui laissant le visage marqué. La mère de Joseph était une fervente chrétienne orthodoxe russe et voulait qu'il devienne prêtre. En 1895, elle l'a envoyé étudier à Tiflis, la capitale géorgienne. Cependant, après avoir rejoint une organisation secrète pour l'indépendance de la Géorgie vis-à-vis de la Russie, il a commencé à lire les écrits de Karl Marx et Vladimir Lénine. En 1901, il a intégré le Parti ouvrier social-démocrate et a mené des protestations et des grèves pour le mouvement révolutionnaire contre le tsarisme. Un an après, il a été emprisonné pour avoir organisé une grève. Staline rejoindrait le parti bolchevique et utiliserait la guérilla pendant la révolution russe de 1905. Il a impressionné Vladimir Lénine, le leader du parti, par son habileté à organiser des réunions et des grèves, ainsi que par ses méthodes implacables pour collecter des fonds pour le parti via l'enlèvement et le vol. En 1907, il a vendu 250 000 roubles lors d'un vol de banque à Tiflis pour financer la cause. Vers cette époque, il adopta le nom de Staline, qui signifie acier en russe, ou homme d'acier. Durant la révolution russe de 1917, Staline dirigeait le journal bolchevique Pravda. En octobre, la révolution s'est achevée, portant les bolcheviks au pouvoir. Une guerre civile a suivi, remportée par les bolcheviks. En 1922, Staline a été nommé secrétaire général du Parti communiste, et il a manipulé son rôle de manière à se retrouver dans une position de pouvoir. Lénine est mort en 1924, et on supposait que Léon Trotsky serait le prochain leader, mais Staline s'est assuré que cela n'arriverait pas. Il a fait enlever Trotsky et d'autres menaces pour son futur leadership du comité central, et les a exilés. En conclusion, Staline était bien le dictateur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. À la fin des années 1920, Staline visait à transformer l'Union soviétique en un pays modernisé et industrialisé, et il voulait que cela soit fait rapidement. Il a élaboré 3 plans quinquennaux entre 1928 et 1938. La production de charbon, d'huile, d'acier et d'électricité a massivement augmenté, mais les travailleurs qui n'ont pas atteint leurs objectifs de production ambitieux ont été exécutés ou envoyés dans les goulags. Il a également introduit la collectivisation pour augmenter la production alimentaire, saisissant les terres initialement données aux paysans et les réorganisant en fermes collectives. Une famine massive a causé la mort de millions de personnes. Mais Staline a vu cela comme un mal nécessaire pour réaliser les ambitions de ses plans quinquennaux et transformer l'Union soviétique. Alors que Staline créait un culte de la personnalité, il devenait de plus en plus paranoïaque. Tout le monde devait le louer, et son portrait était partout, des écoles aux usines. En 1934, Staline a fait tuer le membre du parti Sergueï Kirov à cause de la menace pour son pouvoir. Tout au long des années 30, Staline a purgé les membres du parti communiste, et 81 des 103 généraux et amiraux ont été exécutés dans l'armée rouge. 20 millions de citoyens de l'Union soviétique ont été envoyés au goulag, ou exécutés. En 1939, Staline a conclu un accord avec Adolf Hitler et l'Allemagne nazie. Lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique en 1941, l'armée rouge n'était pas préparée et a subi des pertes massives. Et cela n'a pas aidé que Staline ait purgé de nombreux officiers talentueux pendant les années 30. Staline a choisi de rester à Moscou malgré l'avancée des forces allemandes vers l'Est. En 1942, l'armée rouge à Stalingrad a reçu l'ordre de ne pas céder la ville aux forces allemandes et de la défendre à tout prix, car la ville portait le nom de Staline. Ce fut le tournant pour repousser les nazis, et bientôt l'armée rouge libérait l'Europe de l'Est jusqu'à Berlin. Les conférences de Yalta et Potsdam en 1945 entre l'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient tendues. Grâce à la bombe atomique, les Alliés ont pu vaincre le Japon sans l'aide de l'Union soviétique. Staline se sentait trahi, et avec la rivalité entre les idéologies du capitalisme et du communisme ravivée, il était devenu plus méfiant et paranoïaque envers l'Occident. La guerre froide avait commencé. Berlin-Est et l'Europe de l'Est, qui étaient des territoires occupés par les forces soviétiques, ont été transformés en États satellites, formant un rempart entre l'Union soviétique et les anciens alliés de Staline.
Alors que sa santé se détériorait au début des années 50, et après une tentative d'assassinat, la paranoïa de Staline s'est accrue même envers les médecins qui s'occupèrent de lui, qu'il a torturé pour obtenir des aveux d'empoisonnement. Il a également ordonné au chef de la police secrète, Lavrenti Beria, d'enquêter sur une nouvelle purge du Parti communiste, paniquant les membres du Politburo qui se demandaient s'ils allaient être exécutés. Staline était mort d'un accident vasculaire cérébral le 5 mars 1953, interrompant ces événements. Lors de ses funérailles, d'énormes foules se sont rassemblées par l'isolé pour lui rendre hommage, et 500 personnes ont été écrasées au groupe, à cause de la foule qui avançait. Après une lutte de pouvoir au sein du cercle intérieur pour déterminer le prochain dirigeant de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev a succédé à Staline. Bien qu'il était stalinien, il dénoncerait le dictateur et réformerait les politiques de terreur et de peur de Staline, lors d'un processus de déstalinisation. Goulags, l'Union soviétique. Goulag, ou administration principale des camps de travail correctifs, étaient des camps de travail forcés en Union soviétique, créés sous Vladimir Lénine après la révolution russe, mais rendus célèbres pendant l'ère Staline. Les prisonniers arrivaient en grand nombre dans les goulags pendant les années de collectivisation de l'agriculture soviétique de 1929 à 1932, au plus fort des purges de Staline à la fin des années 30 et après la Seconde Guerre mondiale. Des personnes riches appelées koulaks, criminels, prisonniers de l'Axe, dissidents, prisonniers politiques et religieux et innocents étaient envoyés au goulag comme menace pour le régime de Staline. La plupart des camps de goulag se trouvaient dans les étendues sauvages et glaciales de la Sibérie. Les camps étaient entourés de barbelés et de clôtures, avec des tours de garde surveillant toute tentative d'évasion potentielle. En plus du froid, la maladie, la faim et la violence étaient des phénomènes courants et quotidiens. La surpopulation était un problème majeur dans les camps, avec des casernes bondées, des infestations de poux et un chauffage insuffisant. Les prisonniers étaient forcés à travailler dans la coupe de bois, les mines ou la construction industrielle. Le refus pouvait entraîner la famine ou l'exécution. Certains prisonniers, mieux nourris en récompense, étaient aussi choisis comme informateurs pour rapporter la conduite de leurs codétenus. Pour les prisonniers qui se comportaient mal, les gardes les mettaient dans des cellules d'isolement, qui étaient extrêmement froides et humides, avec des rations tous les quelques jours. La survie était peu probable. Des millions de citoyens soviétiques ont été envoyés au goulag pour s'être opposés à la règle communiste stricte de Staline, durant une période de paranoïa. Après la mort de Staline, en 1953, les goulags sont devenus moins durs et de nombreux prisonniers ont été libérés, réduisant leur taille. Cependant, le système a perduré jusqu'à l'époque de Gorbatchev. Punition dans l'État libre du Congo sous Léopold II, le 19e siècle. Les horribles atrocités qui ont eu lieu dans l'État libre du Congo sont souvent comparées à l'Holocauste, avec le roi Léopold II de Belgique, qui est comparé au leader nazi Adolf Hitler. Entre 1885 et 1908, Léopold II a personnellement régné sur le Congo en Afrique subsaharienne, qui était en grande partie inexplorée à cette époque, car seules les zones côtières avaient été revendiquées par d'autres pays européens. Il l'a nommé l'État libre du Congo, ce qui est plutôt ironique quand on réalise ce qui s'y est passé. La population locale était tout sauf libre. Pour acquérir le Congo, en 1879, le roi a envoyé Henry Morton Stanley pour explorer la région du bassin du fleuve Congo. C'était un journaliste et explorateur qui, comme le roi, voyait un grand potentiel économique en Afrique. Sous le couvert de la société de portefeuille du roi, qui, ironiquement, était dédiée au libre-échange et à la suppression de la traite des esclaves, il a établi des comptoirs commerciaux le long du fleuve navigable, ainsi que des postes militaires fortifiés, construit des routes et des ponts, et conclu des traités avec plus de 500 chefs congolais. En échange de l'apposition de leur marque sur les mystérieux morceaux de papier, les chefs ont involontairement accepté le drapeau de l'association du Congo, et n'ont reçu que des babioles bon marché, des sacs de sel et des longueurs de tissu pour leurs ennuis. Le roi a trouvé le moment politique parfait pour acquérir le Congo lors de la conférence de Berlin de 1884, 1885, à présent.
De nombreux explorateurs se rendaient en Afrique pour revendiquer de vastes étendues de terre au nom de leur propre pays, et cela était devenu connu sous le nom de ruée vers l'Afrique, et conduisait au découpage du continent par les grandes puissances. En utilisant une diplomatie habile et rusée, Léopold a réussi à sécuriser le bassin du fleuve Congo pour lui-même, et c'est à ce moment qu'il a renommé le territoire l'État libre du Congo. Il était maintenant le souverain absolu d'une zone qui était près de 80 fois la taille de la Belgique. En plus de cela, il s'est trouvé au bon moment technologique. Pour consolider son emprise sur le Congo, il avait besoin des bons outils. Ces outils n'étaient pas disponibles pour les anciens colons, mais se sont avérés cruciaux maintenant. Quelques milliers d'hommes ont pu, avec ces outils, dominer la Terre, détenant 20 millions d'Africains. La première de ces outils modernes était l'armement. Les fusils à chargement par la bouche primitive ont été remplacés par les nouveaux fusils à chargement par la culasse, comme l'Albini. Et si les Congolais voulaient y résister, ils ne pouvaient obtenir que les anciennes armes, plus l'arc et la flèche traditionnelle et la lance. Les fusils à chargement par la culasse étaient en supérieur. Ils tiraient plus loin et précisément, utilisant des cartouches en laiton imperméable pour un chargement rapide. De plus, tirer avec des armes sous la pluie ne poserait plus problème, contrairement à l'époque de la poudre à canon. Deuxièmement, le savoir médical était tout aussi crucial. Les Européens étaient un peu accoutumés au climat tropical et aux maladies associées. Cela a entraîné un taux de mortalité très élevé pour eux. Vers 1900, les Européens avaient appris que la quinine était une défense utile contre le paludisme. Des maladies telles que le paludisme et l'hématurie étaient maintenant mieux comprises. Certains chercheurs pouvaient aussi traiter la fièvre jaune et beaucoup d'autres maladies. Les taux de mortalité ont donc fortement baissé. Le dernier et plus important nouvel outil était le bateau à vapeur à aube. Cela a été particulièrement utile dans le cas de la topographie inhabituelle du Congo. Ces bateaux à vapeur ont pu rendre le long voyage de l'Europe à l'Afrique plus facile et plus rapide, ce qui signifie qu'un horaire de voyage fixe pouvait être maintenu. Ces bateaux ont transporté les vagues d'agents de Léopold en Afrique. Bien que Léopold ait utilisé les activités des marchands d'esclaves arabes pour justifier son implication au Congo, il a complètement ignoré le fait que l'esclavage était interdit et illégal. Dans la dernière décennie du 19e siècle, l'invention de John Boyd Dunlop en 1887 de chambres à air en caoutchouc gonflable pour vélo et la popularité de l'automobile ont considérablement augmenté la demande mondiale de caoutchouc. Ce boom du caoutchouc est donc devenu une aubaine pour le roi. Il avait accumulé un grand nombre de dettes en raison de ses investissements au Congo et avait besoin de rendre cette entreprise rentable. La récolte du caoutchouc à partir d'un arbre étant plus rapide et facile que depuis une vigne, la production et les profits pouvaient être augmentés. Pour s'assurer que l'extraction du caoutchouc des arbres à caoutchouc serait maximisée, il a créé une politique de travail et a pratiquement asservi les autochtones. Cette politique est connue des critiques sous le nom de système du caoutchouc rouge, en référence au sang africain qui a été versé pendant cette période. Les méthodes comprenaient le vol du bétail et des réserves de céréales des autochtones, les attaquant, puis prenant leurs femmes et leurs enfants en otage. Si le quota requis de caoutchouc était présenté par le chef du district, alors les femmes et les enfants étaient revendus à leur famille. Ils devaient payer quelques chèvres pour chacun d'eux. Si un homme refusait de travailler, cela pouvait entraîner la mort de sa femme. Et si tout un établissement refusait de travailler pour les compagnies de caoutchouc, alors un détachement de soldats de la force publique serait envoyé pour détruire leur village et tuer quiconque était assez insensé pour ne pas fuir la zone. Ainsi, les travailleurs devaient extraire le caoutchouc avec des dépenses minimales et dans des conditions terribles. Les agents envoyés par Léopold au Congo utilisèrent le travail forcé et l'esclavage pour garantir le respect des quotas. En 1885, Léopold a officiellement uni ses agents et mercenaires, sous le titre de la force publique. Leur but était de maintenir la loi et l'ordre dans l'état libre du Congo. Ces hommes faisaient respecter les quotas de caoutchouc, et étaient armés non seulement d'armes modernes, mais aussi d'un chicotte. C'était un fouet fait de peau d'hippopotame, et il était utilisé pour battre les autochtones pour toute infraction mineure, ou simplement pour leur propre plaisir sadique. Comme si les coups et les enlèvements n'étaient pas assez mauvais, les soldats de la force publique avaient également l'habitude de couper la main droite des autochtones en punition, s'ils refusaient de travailler, ou ne respectaient pas leur quota de travail impossible. Certains ont survécu à cette mutilation, mais beaucoup sont morts des suites d'une gangrène et d'une infection de la blessure. S'ils tuaient un autochtone
en le tirant dessus. Alors les soldats devaient couper la main droite de leur victime pour montrer qu'une balle n'avait pas été gaspillée, car les munitions étaient importées d'Europe et coûtaient cher à acheter. Et les soldats essayèrent souvent d'utiliser leurs balles délivrées pour chasser la faune pour le sport ou pour compléter leur maigre ration. Ils essayaient également d'accumuler les munitions au cas où l'idée de mutinerie se manifesterait, afin d'être préparés pour cela. Si un villageois décidait de fuir les horreurs et de s'enfuir, alors les soldats rassemblaient toute sa famille et amputaient systématiquement leurs mains ou leurs pieds. Mais pas seulement les mains, car les nez et les oreilles étaient également coupés. Bien que ces mutilations aient été effectuées sur des personnes vivantes, elles étaient principalement réalisées sur des villageois décédés. Il y avait des survivants de ces massacres qui ont dit qu'ils faisaient semblant d'être morts pendant que les attaques se poursuivaient et ont réussi à rester immobiles lorsque les soldats leur coupaient les mains et n'ont cherché de l'aide que lorsque les soldats étaient partis. Dans certains cas, les soldats pouvaient réduire leur durée de service avec la force publique en apportant des mains coupées supplémentaires à présenter aux commandants de postes européens. Mais cette pratique n'a fait qu'entraîner encore plus de mutilations inutiles. Les mains sont devenues comme une monnaie pour les gardes, et parfois elles étaient à la ressource qu'ils allaient récolter au lieu du caoutchouc. Le capitaine Leon Rom était un soldat qui était l'administrateur principal de l'une des stations de commerce fortement fortifiées à Stanley Falls au Congo, et il a été dit qu'il utilisait les têtes coupées d'au moins 21 Congolais comme décoration de bordure autour des parterres de fleurs devant sa maison. La pratique de l'exposition de crânes n'était pas particulièrement inhabituelle dans la société d'Afrique centrale de l'époque. Un autre incident horrifique rapporte que des soldats publics forcés ont attaché 10 villageois dans un filet de pêche lesté de pierres, puis les ont traînés dans la rivière pour les noyer. On dit que le roi Léopold désapprouvait la pratique de couper les mains, car elle était contre-productive pour l'utilisation efficace de la main-d'œuvre. On rapporte qu'il a crié « Coupez tout le reste, mais pas leurs mains ». Tout ce dont j'ai besoin au Congo, ce sont des mains. Le nombre exact de morts n'est pas connu. Cependant, 4 sources proches associent la perte à l'ensemble de la population. Le génocide des autochtones a été principalement causé par la famine, l'épuisement et l'exposition. Puis il y avait les maladies. Certaines étaient naturelles, comme l'épidémie de maladie du sommeil, transmise par la mouche tsetse. Après les premiers symptômes de fièvre, maux de tête et douleurs articulaires, la victime se mettait à halluciner, tombait dans le coma et mourait. Certaines maladies ont été introduites par les Européens, comme diverses maladies vénériennes et la variole. Enfin, la baisse du taux de natalité était liée au déclin de la population. Edmund Dane Morel, l'une des figures importantes qui ont révélé les atrocités au monde, a déclaré que l'État libre du Congo comptait 20 millions de personnes avant l'arrivée du roi Léopold II. Mark Twain, un écrivain de renom qui a également condamné ce qui s'est passé au Congo, a mentionné un nombre de 10 millions de morts, donc environ la moitié de la population a été anéantie pendant cette période. Le nombre exact de morts résultant des atrocités de Léopold au Congo est inconnu, mais il est certainement de l'ordre des millions. Le grand saut en avant, de 1958 à 1962. En 1949, le Parti communiste chinois est sorti victorieux après une guerre civile brutale et amère. Leur leader, Mao Zedong, s'est mis à transformer radicalement la Chine, qui, malgré sa vastitude et sa forte population, était politiquement faible, très traditionnelle et manquait d'industrie. Les communistes ont commencé à moderniser la Chine, en élaborant le premier plan quinquennal en 1952, en imitant le modèle soviétique d'industrialisation. Cela a entraîné d'importants investissements dans l'industrie lourde dans les villes dans le but d'augmenter la production. Le problème était que dans une nation où 4/5 de la population vivait dans les zones rurales, il n'y avait tout simplement pas assez de personnes travaillant dans l'industrie lourde pour lui permettre de croître au niveau souhaité. De plus, le taux de production alimentaire agricole n'était pas assez élevé pour permettre à la main-d'œuvre industrielle de s'agrandir davantage et de nourrir les travailleurs. Mao a donc tourné son attention vers la campagne. La Chine rurale était très traditionnelle, avec une société centrée sur la famille et le respect des aînés.
Les paysans cultivaient en groupes familiaux, conservant la majorité de leurs récoltes, et en vendant une petite partie. Pour Mao, cherchant à construire une société communiste dans laquelle tout le monde travaillait pour l'État, et une nation qui pourrait rivaliser avec les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, cela devait changer. La réforme agraire, où les terres des riches propriétaires avaient été redistribuées aux paysans, eut lieu peu après l'arrivée au pouvoir des communistes. La collectivisation, où les paysans perdaient dans leurs terres et travaillaient pour des salaires sur des terres étatiques, avait aussi commencé à se mettre en place. Mao croyait que cela n'était pas suffisant pour développer à la fois la production agricole et industrielle, et a plutôt introduit le deuxième plan quinquennal en 1958. Cela deviendrait connu sous le nom de Grand Saut en avant. Le modèle de développement soviétique est désormais rejeté. Les décisions agricoles et politiques ont été décentralisées. L'expertise technique au sein de la bureaucratie d'État était désormais méfiée, l'idéologie politique étant mise en avant. Le plan était conçu pour que les travailleurs de la campagne travaillent à pleine capacité. Cela permettrait un surplus agricole, une partie duquel pourrait être achetée de force par le gouvernement, afin de nourrir les travailleurs industriels et d'élargir la production dans les villes. Le plan visait aussi à trouver une façon d'organiser les travailleurs ruraux, pour qu'ils participent donc directement à la production industrielle. Pour atteindre tous ces objectifs, l'établissement de communes a été ordonné à grande échelle. En l'espace de quelques mois, des millions de paysans ont été regroupés de force dans de grandes communes, comptant 20 000 personnes ou plus. Ces communes signifiaient la fin complète des petites exploitations individuelles, car désormais tous les agriculteurs de la commune étaient responsables de la performance collective de leurs terres. On espérait que le travail serait plus efficace et que la production alimentaire augmenterait rapidement, aidant ainsi l'agriculture et l'industrie à se développer ensemble et à prévenir les pénuries alimentaires qui avaient freiné l'industrie auparavant. L'organisation des communes a également fourni des structures d'accueil pour les très jeunes et des maisons de bonheur pour les personnes âgées, libérant ainsi les travailleurs pour accomplir leurs tâches. Le soutien a été reçu pour la politique de collectivisation par un programme de propagande de grande envergure. On encourageait les gens à contribuer comme ils le pouvaient, par exemple en tapant sur des casseroles pour dissuader les moineaux de manger les récoltes, ou en les abattant. Des millions de personnes ont soutenu le grand saut en avant avec enthousiasme au début, surtout parce que cela signifiait une nourriture facilement disponible dans les cuisines de la commune, quel que soit le travail accompli par un individu. La politique a également cédé un grand pouvoir et une grande influence aux responsables locaux de la campagne, qui avaient le rôle de gérer les communes. Mao voulait également que les travailleurs agricoles contribuent à l'industrie sous le slogan « Marcher sur deux jambes ». Les travailleurs agricoles ont été réquisitionnés de leurs emplois d'agriculteurs pour travailler dans les usines de campagne. Des fours de jardin ont également été établis où les agriculteurs avec peu ou pas d'expérience produiraient du fer et de l'acier. Tout, des casseroles aux radiateurs, devait être fondu, tandis que les meubles en bois et les arbres devenaient du combustible. Le plan était d'augmenter la production d'acier chinoise de 5 millions de tonnes par an, en 1957, à une massive 100 millions de tonnes par an, d'ici 1962. À l'automne 1958, beaucoup pensaient que les choses allaient bien. Cependant, le temps exceptionnellement bon de cette année, qui avait conduit à une production agricole élevée, cachait la réalité. À la fin de l'année, certains responsables commençaient à s'inquiéter, sachant que l'optimisme excessif avait conduit les travailleurs ruraux à manger trop de la récolte, laissant les réserves pour l'hiver et le printemps de l'année suivante dangereusement basses. Beaucoup ont également reconnu le fait qu'une grande proportion de travailleurs manquaient d'incitation à travailler dans de si grandes communes, ou que des problèmes de transport et d'approvisionnement posaient des problèmes. On a également découvert que l'acier produit par les travailleurs ruraux était inutilisable, et une grande partie a été laissée à rouiller. La réquisition de tant de travailleurs agricoles dans les usines a provoqué une pénurie de main-d'œuvre dans les fermes. Effrayer ou tirer sur les moineaux jusqu'à leur chute a gravement déséquilibré l'écosystème. Cela a provoqué une prolifération de nuisibles, notamment les insectes ravageurs des cultures, désormais sans prédateurs. Le labour profond était une autre politique, qui a grandement nui aux cultures. Au lieu de planter les graines à la profondeur normale, elles devaient être plantées qu'à 5 pieds ou 1,50 m de profondeur dans le sol et extrêmement proches les unes des autres. Cela a sévèrement entravé la croissance des graines à cause de la surpopulation. Mao a rapidement commencé à parler de réduire le grand saut en avant. Cependant,
La rivalité politique et la suspicion sont rapidement intervenues, Mao ordonnant des purges contre ceux qui critiquèrent sa politique. Cela a eu pour effet d'encourager les responsables locaux désespérés de protéger leur position, à continuer de soutenir le grand bond en avant, parfois même avec plus d'enthousiasme qu'auparavant. Par conséquent, malgré le fait que la production agricole n'avait pas augmenté, ces responsables n'osèrent pas remettre en question les ordres les obligeant à envoyer une grande partie du grain restant vers les villes. Cela a eu pour effet une terrible famine dans les campagnes, qui s'est encore aggravée avec de mauvaises sécheresses et inondations lors des récoltes de 1959 et 1960. Les cuisines communales où le riz avait été distribué gratuitement en 1958 étaient maintenant sévèrement rationnées dans ce que les gens recevaient, et dans les pires cas, il n'y avait rien du tout disponible. Les ouvriers qui n'atteignaient pas leur quota ne recevaient pas leur ration alimentaire, donc ceux qui étaient incapables de travailler mouraient de faim. Il y avait des récits de personnes mangeant tout ce qui vivait ou poussait qui restait. Les oies, les chats, les chiens, l'enduit de chaux des murs, ainsi que les feuilles et l'écorce des arbres étaient à consommer. Après que ceci ait disparu, les gens ont même eu recours au cannibalisme et au meurtre pour satisfaire leur faim extrême. Malgré la famine dans les campagnes, Mao a continué à exporter des céréales dans le monde entier et a refusé toute aide étrangère pour sauver la face et convaincre les gens que ses plans fonctionnaient, alors que l'approvisionnement en nourriture vers les villes commençait à diminuer. La famine a également frappé les zones urbaines. Le bilan des morts pour le grand bond en avant, selon l'estimation la plus basse, est dit être de 18 millions, tandis que les estimations les plus élevées trouvent donc que quelques 45 millions de personnes sont mortes. Beaucoup de gens au sein du Parti communiste chinois ont tenu Mao responsable de cette catastrophe. Il est resté président du parti, mais dès 1962, de nombreuses décisions politiques et économiques ont été prises par d'autres. Les communes ont été réduites, l'agriculture individuelle a été réautorisée, et les travailleurs industriels ont reçu davantage d'incitations pour travailler dur. Mao est cependant resté une figure puissante, capable de lancer la révolution culturelle en 1966 qui Le roi Léopold II et l'État libre du Congo. La cruelle colonie du Congo. Entre 1885 et 1908, le roi belge Léopold II a personnellement régné sur l'État libre du Congo, également connu sous le nom d'État indépendant du Congo. Parce qu'il régnait personnellement sur l'État, il avait un contrôle total de ses ressources et n'avait de comptes à rendre à personne. En 1865, le roi Léopold II a succédé à son père, le roi Léopold Ier, sur le trône belge. La nation belge était jeune, créée dans le sillage des révolutions de 1830. Elle venait de se séparer des Pays-Bas et était reconnue comme une monarchie constitutionnelle et neutre. La Belgique a connu un grand développement industriel et une expansion coloniale pendant le règne de Léopold, et il est principalement rappelé comme le fondateur et le seul propriétaire de l'État libre du Congo. L'exploitation brutale de la population congolaise dans sa quête de ressources, comme l'ivoire et le caoutchouc, est tristement célèbre. Le roi pensait qu'un pays ne pourrait jamais acquérir une importance historique sans colonie. De plus, il pensait qu'une colonie offrirait d'importantes opportunités économiques et aiderait à répandre la civilisation occidentale. En tant que monarque constitutionnel sans réel pouvoir en Belgique, l'acquisition du Congo offrait à Léopold II un moyen d'obtenir plus de pouvoir et de richesse. Cependant, son gouvernement n'était pas d'accord. Il considérait le colonialisme comme anachronique et n'était donc pas intéressé à poursuivre ses rêves coloniaux. Le roi savait qu'il ne pouvait pas compter sur eux et devait trouver une autre solution. Au milieu du XIXe siècle, ses yeux étaient fixés sur le Congo et l'Afrique subsaharienne, qui étaient largement inexplorées et principalement non revendiquées par les pays européens, à l'exception des zones côtières. Le roi Léopold II a développé une nouvelle stratégie pour obtenir le Congo. En 1876, il a aidé à organiser une conférence géographique à Bruxelles, afin que ses opérations soient légitimées. Là, il a proposé la création d'une société de portefeuille, nommée l'Association internationale africaine, plus tard connue sous le nom de Comité d'études pour le Congo, et finalement comme l'Association internationale du Congo, à partir de 1879. L'autorité indépendante d'aménagement fournirait une façade pour ses activités coloniales. Ainsi, il disposerait d'une plateforme reconnue et philanthropique. Léopold s'est engagé à abolir l'esclavage en Afrique de l'Est, assurer le libre-échange avec la colonie et promouvoir des politiques humanitaires. Cela visait à distraire les critiques et à justifier l'ambition de Léopold sur le Congo.
En 1878, le roi a trouvé un journaliste et explorateur qui voyait également de grandes possibilités économiques en Afrique nommé Henry Morton Stanley. Stanley avait été au Congo de 1874 à 1877. Le roi l'a embauché en 1879 pour étudier la région du fleuve Congo. Stanley devait construire des routes et des ponts, établir des postes le long du fleuve navigable, et il devait conclure des traités avec les chefs congolais. Son exploration était sous le couvert de la société de portefeuille de Léopold, dédiée au libre-échange et à l'abolition de l'esclavage. Stanley est revenu en 1882 et avait conclu des traités avec plus de 500 chefs. Ces chefs n'avaient pas une véritable idée de ce qu'ils avaient signé, et n'ont reçu que quelques mètres de tissu ou quelques bibelots en échange de l'apposition de leur marque sur ces mystérieux papiers, et acceptant ainsi le drapeau de l'Association du Congo. Le roi Léopold II n'était pas la seule personne à voir de grandes opportunités en Afrique. Beaucoup d'explorateurs y sont allés pour tenter de s'approprier des terres. Cela est devenu connu sous le nom de la course à l'Afrique, et a conduit à la division de l'Afrique lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Ici, Léopold a utilisé une diplomatie habile et rusée, et a joué les grandes puissances les unes contre les autres. Il a obtenu le bassin du fleuve Congo, et a renommé le territoire en État indépendant du Congo. Maintenant, il était le souverain absolu du bassin, qui était 8 fois la taille de la Belgique. L'Europe était impuissante pour faire appliquer les accords de la conférence, notamment les mesures additionnelles visant à éliminer la traite des esclaves et à protéger les droits des populations locales. Comme l'application de ces accords était donc impossible, Léopold était déterminé à rendre le Congo commercialement rentable. Il a donc ignoré l'interdiction de l'esclavage. Le monde réclamait du caoutchouc pour l'industrie du vélo et de l'automobile en plein essor, dont une grande partie se trouvait au Congo. Les habitants locaux ont été forcés à collecter le caoutchouc sous des quotas inhumains et dans des conditions impossibles. Les autochtones devaient couper les vignes et enduire leur corps de caoutchouc, puis le gratter pour le mettre dans les paniers. Si ces quotas n'étaient pas atteints, de terribles conséquences s'ensuivraient, des coups de chicotte, des mutilations ou la mort. Ceux qui refusaient de fournir travail, caoutchouc ou ivoire subissaient un sort similaire. Léopold avait créé sa propre armée privée, la force publique, pour faire respecter ses quotas et réprimer toute révolte. Ils ont été recrutés ou conscrits parmi les tribus de l'Haut-Congo, de Zanzibar et de l'Afrique de l'Ouest britannique. Comme preuve qu'ils avaient de tuer un villageois qui n'avait pas rempli son quota, ces soldats devaient de couper les mains pour montrer à leurs officiers une main pour chaque balle utilisée. Cela était dû au fait que les officiers craignaient que les munitions soient gaspillées pour la chasse aux animaux pour le sport. Des mesures désespérées ont été prises, car la quantité de mains coupées pouvait payer un quota de caoutchouc non rempli. Il y avait même de petites guerres entre les villages pour fournir suffisamment de mains, et les soldats les coupaient des villageois, morts ou vivants. Léon Rome était l'administrateur brutal qui était en charge de la force publique. Il était connu pour décorer son parterre de fleurs avec les têtes tranchées de ses victimes et gardait une potence à l'extérieur de sa maison à Stanley Falls. Tout en choisissant de maximiser ses gains économiques à court terme, Léopold II a épuisé les ressources et asservi le peuple. Il a réussi à en tirer un revenu substantiel et à amasser une fortune. Mais cela ne suffisait pas à le rendre rentable, nécessitant des investissements supplémentaires. En 1889 et 1895, le roi a emprunté de l'argent à son propre gouvernement. En échange, le gouvernement pourrait annexer le Congo en 1901. Cette année-là, le gouvernement n'a pas saisi cette opportunité, permettant à Léopold de poursuivre ses exploitations. Les atrocités sont devenues plus évidentes à partir de 1890. En cette année, George Washington Williams, pasteur baptiste afro-américain, a voyagé à travers l'État libre du Congo. Il a été choqué par ce qu'il a vu et a écrit une lettre ouverte au roi pour condamner le traitement brutal et inhumain des habitants locaux. Il a dit que les crimes commis l'étaient au nom du roi, et même s'il n'avait pas mis un pied au Congo, il serait tout aussi coupable. Malheureusement, Williams est mort sur le chemin du retour. Le roi ne s'est donc pas senti obligé d'enquêter sur les accusations. Mais après cette lettre, d'autres rapports ont vite suivi. Un scandale public au début de 1904, après les révélations de la presse européenne sur ce qui se passait réellement au Congo, a conduit à un mouvement de protestation internationale. Des écrivains de renom tels qu'Arthur Conan Doyle et Mark Twain ont participé à ces condamnations. Twain a écrit un livret intitulé Le monologue du roi Léopold, et Doyle plus tard en 1909 a publié Le crime du Congo après avoir soutenu la campagne pour des réformes.
Joseph Conrad a visité la colonie du Congo qui l'a inspiré à écrire le roman Au cœur des ténèbres. Léon Rome aurait pu être la base pour le personnage de Kurtz. On estime qu'autant que 10 millions de personnes sont mortes pendant l'existence de l'État libre du Congo, ce qui représentait la moitié de la population. En novembre 1908, c'était fini. Le gouvernement belge a contraint le roi à céder l'État libre du Congo à la Belgique, mettant fin à son règne. À partir du 15 novembre 1908, le Congo était une colonie belge. Le petit livre rouge de la Chine. Citation du président Mao Tse-tung. 1964. Il existe une poignée de livres qui ont influencé la vie de centaines de millions de personnes au fil des décennies, des siècles et du millénaire de l'existence humaine. Le petit livre rouge de Mao, ou citation du président Mao Tse-tung, était l'un d'eux. C'était un livre de déclarations politiques et culturelles basé sur les discours, les écrits et les pensées du leader communiste chinois, le président Mao Tse-tung. Mao était le leader révolutionnaire chinois, qui après avoir mené une longue lutte armée, a aidé à fonder la République populaire de Chine en 1949. Son livre, Citation du président Mao Tse-tung, qui est communément connu sous le nom de Petit Livre Rouge, était l'idée du général Lin Biao, compilé par le personnel du quotidien de l'armée de libération du peuple. Publié pour la première fois en 1964, le livre a contribué à promouvoir encore davantage le culte de la personnalité qui entourait Mao, et sa propre marque de communisme qui est devenue collectivement connue sous le nom de maoïsme. Le livre serait imprimé par centaines de millions, et il a obtenu son nom du fait qu'il avait une couverture rouge vif et était de taille de poche. L'idée était que les fidèles du parti le portent constamment sur eux, afin qu'il soit toujours à portée de main, pour qu'ils puissent le consulter et s'inspirer. Le slogan du livre était « Travailleurs du monde, unissez-vous ». Et à un moment en Chine, pendant ce qu'on appelait la révolution culturelle, il était presque obligatoire de porter une copie. La révolution culturelle chinoise a duré de 1966 à 1976 et a été initiée par le président Mao. Son but était de débarrasser une fois pour toutes la Chine communiste des démons du capitalisme et des traditions impérialistes chinoises. La version finale du Petit Livre Rouge contenait 267 citations, couvrant 25 sujets, tels que la guerre et la paix, l'unité, la discipline, les femmes, la critique et l'autocritique, l'impérialisme, et la correction des idées erronées. Une section portait sur comment être un bon communiste et citoyen, stipulant qu'un communiste doit être désintéressé, avec les intérêts des masses à cœur. Il devait posséder une grandeur d'esprit ainsi qu'un esprit pratique et prévoyant. Une autre soulignait comment tout le monde était impliqué. Les intellectuels, les étudiants, les soldats et le paysan moyen devaient s'impliquer dans le travail politique et étudier le marxisme et le léninisme. Initialement distribué uniquement aux hauts fonctionnaires pour obtenir leur retour. Puis une version élargie a été distribuée à l'armée de libération du peuple. Finalement, en 1965, des centaines d'imprimeries ont été installées en Chine, le rendant accessible au grand public. Parce que c'était une version simplifiée des écrits de Mao, le Petit Livre Rouge a aidé les paysans et les ouvriers à comprendre les idées de Mao, contribuant ainsi à la propagation de l'endoctrinement du culte de la personnalité de Mao et de l'idéologie communiste. Les autorités s'attendaient à ce que tous les citoyens loyaux possèdent un exemplaire, et non seulement à le porter sur eux en tout temps, mais aussi à le lire activement tous les jours pour trouver inspiration et orientation dans tous les aspects de la vie quotidienne. Manquer de respect ou mal citer le livre pourrait vous causer des ennuis. Ensuite, il a été activement promu dans les pays communistes. Mais quand les relations sino-soviétiques se sont dégradées dans les années 60, le livre a été interdit en Union des républiques socialistes soviétiques. Après la mort de Mao en 1976, ses successeurs ont essayé de décourager le livre et son enseignement maoïste. Opération Valkyrie. Le complot pour tuer Hitler. 20 juillet 1944. Seconde Guerre mondiale. Allemagne nazie. La cour du bâtiment du haut commandement à Berlin. C'était tôt le matin, du 21 juillet 1944, et dans une cour éclairée par les phares d'un camion de l'armée, un colonel de 36 ans a été placé devant un peloton d'exécution pour être exécuté pour haute trahison. Juste avant d'être abattu, il a crié avec défi «
Vive notre Allemagne sacrée. Alors, qui était cet homme? Son nom était Klaus von Stauffenberg, et en plus d'être un officier de l'armée allemande, il était aussi un héros de guerre, ayant reçu la croix de fer de première classe. Il était aussi de sang noble, portant le grand titre de comte de Stauffenberg, sa famille en étant l'une des plus anciennes et des plus distinguées familles aristocratiques catholiques du sud de l'Allemagne. Au début de la guerre, Stauffenberg a pris part aux campagnes en Pologne, en France, en Russie et en Afrique du Nord. Il était aussi l'homme qui a failli assassiner Adolf Hitler. Hitler avait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat avant cela, mais celle-ci devait être la toute dernière. Les opinions de Stauffenberg sur Hitler étaient ambivalentes. D'une part, il pensait qu'il était un bon leader militaire, et était impressionné par la maîtrise de la stratégie militaire du Führer, et il pensait aussi qu'il pouvait sauver l'Allemagne des dangers corrompus du communisme. Mais il avait de sérieux doutes sur ses politiques sociales, qui allaient à l'encontre de ses fortes convictions chrétiennes, catholiques et politiques. Stauffenberg pensait que la Seconde Guerre mondiale était une guerre inutile, estimant que le conflit aurait pu et aurait dû être évité. Cette vision a rapidement été renforcée au fur et à mesure que la guerre se déroulait. On l'a approché pour la première fois pour rejoindre la résistance allemande dès 1940, mais il a refusé par loyauté envers le serment qu'il avait prêté d'obéir à la fonction du Führer, qu'Adolf Hitler occupait. Donc, à ce stade, il se sentait tenu par l'honneur de ne pas s'impliquer dans la résistance. Mais il s'est été encore plus désillusionné par ce qu'il a vu lorsqu'il a participé à l'invasion de la Russie en 1941 et a été particulièrement dégoûté par le traitement violent de la population juive par les Schutzstaffel. D'ici 1942, il rencontrait régulièrement des opposants à Hitler et commençait à penser que la seule façon de sauver l'Allemagne était de se débarrasser de Hitler. Stauffenberg a été envoyé en Tunisie pour rejoindre l'Afrique à corps et participer à la campagne d'Afrique du Nord. En avril 1943, son unité avait été mitraillée par un chasseur-bombardier de la Royal Air Force et il a été gravement blessé, perdant un œil, sa main droite, 2 doigts de sa main gauche et subissant des dommages à ses jambes. Il a passé 3 mois dans un hôpital allemand pour guérir de ses blessures. Une fois rétabli, il ne pouvait plus assumer des fonctions de combat. Alors, Stauffenberg a été affecté au bureau du général Friedrich Olbricht, à Berlin. Olbricht était le chef du bureau général de l'armée. Parmi les tâches du bureau d'Olbricht figurait le développement du plan de contingence, l'opération Valkyrie. Cela devait être utilisé en cas de soulèvement interne ou de trouble, ce qui devenait une possibilité alors que l'Allemagne perdait la guerre. Ingénieusement, la résistance allemande a réalisé qu'elle pouvait utiliser ce plan pour mobiliser l'armée de réserve, afin de supprimer le gouvernement nazi, alors que les conspirateurs prenaient le contrôle pour eux-mêmes. Pour que le plan fonctionne, Hitler devait être mort, ce qui permettrait d'activer l'opération Valkyrie, et de faire arrêter faussement son cercle intime, les faisant passer pour les chefs d'une tentative de coup d'État fictive. Les conspirateurs formeraient ensuite un gouvernement acceptable pour les Alliés, dans l'espoir de négocier une paix raisonnable avec eux. Stauffenberg était essentiel au succès du plan, car son nouveau poste impliquait sa participation à des réunions régulières avec Hitler et son haut commandement. Ainsi, un plan a été formulé avec Stauffenberg et son groupe croissant de conspirateurs, selon lequel il aurait une bombe avec un minuteur de 10 minutes caché dans sa mallette parmi ses papiers. Il prévoyait non seulement de tuer Hitler, mais aussi ses 2 commandants les plus proches et puissants en même temps, le Reichsmarschall Hermann Göring et le Reichsführer Heinrich Himmler. Mais cela s'est avéré impraticable. Alors le 20 juillet 1944, ils ont exécuté leur plan. Stauffenberg a participé à une conférence au quartier général de Hitler, le repère du loup, en Prusse orientale. Le plan initial pour la conférence était qu'elle devait se tenir dans un bunker en béton souterrain sécurisé, mais à la dernière minute, peut-être à cause de la chaleur extrême de cette journée d'été, il a été décidé de tenir les réunions de la journée dans une salle de conférence plus spacieuse, en surface et bien ventilée. Une vingtaine de personnes étaient présentes, dont Hitler. Stauffenberg avait déjà allumé la mèche en entrant dans la salle de conférence. Il a placé la mallette sous la grande table en chêne où tout le monde était réuni, pendant qu'Hitler montrait diverses cartes. Puis un appel téléphonique préarrangé a donné à Stauffenberg l'excuse dont il avait besoin pour quitter immédiatement la pièce. Peu de temps après, à 12h42, la bombe a explosé, détruisant complètement la salle de conférence, soufflant ses murs, faisant s'effondrer le toit et déclenchant plusieurs petits incendies.
Le sténographe de la réunion a été tué instantanément. 3 officiers sont décédés quelques jours plus tard de leurs blessures. Beaucoup d'autres ont également été blessés. Hitler avait survécu à l'explosion, malgré une grave blessure à son bras droit, un fait inconnu de Stauffenberg et ses complices. On a aussi rapporté que son pantalon avait été déchiré en lambeaux par la puissance de l'explosion, et non simplement soufflé. Stauffenberg, croyant que Hitler était mort, avait immédiatement quitté la tanière du Loup et avait pris un avion pour Berlin, ordonnant la mise en œuvre de l'opération Valkyrie. Des unités de la réserve de l'armée allemande ont été mobilisées et ont pris le contrôle des stations de radio, centres téléphoniques et bâtiments gouvernementaux clés. Il y avait alors des rapports contradictoires sur l'état de Hitler après l'explosion. L'armée de réserve, pensant que Hitler était mort, a arrêté les principaux membres du gouvernement nazi, croyant réprimer un coup d'État, alors qu'en réalité, ils en favorisaient un, inconsciemment. Le major Otto Ernst Riemer a été chargé d'arrêter le ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Cependant, la vérité a éclaté quand Goebbels a passé le téléphone à Riemer, et qu'il a entendu Hitler parler. Se rendant compte qu'il avait reçu des ordres de mutin, Riemer a maintenant reçu l'ordre de Hitler de déjouer le complot. Le plan des conspirateurs était brillamment simple, mais s'est rapidement effondré lorsqu'il est devenu évident que Hitler était toujours en vie et que la vérité était révélée. Tous ceux impliqués ont été rapidement arrêtés, y compris Stauffenberg, qui a été arrêté après une courte fusillade où il a été blessé à l'épaule. Le général de corps d'armée Friedrich Fromm, un soutien discret du coup d'État, les a trahis après son échec. Stauffenberg et 3 autres officiers impliqués, Quirnheim, Ulbricht et Werner von Haften, ont été rapidement jugés par un tribunal militaire et emmenés dans la cour du bloc Mendler, où ils ont été fusillés. Cette action contredisait les ordres de Hitler d'arrêter les conspirateurs vivants, sûrement pour dissimuler l'implication de Fromm dans le coup d'État. Peu de conspirateurs ont échappé à la capture, et beaucoup ont préféré le suicide plutôt que de subir la torture et l'humiliation infligée par la Gestapo, la redoutable police secrète. Ainsi, après des simulacres de procès précipités qui étaient ironiquement appelés le tribunal du peuple et des cours martiales factices, on estime que près de 5000 Allemands ont été exécutés pour leur implication directe ou indirecte dans le complot. Ils ont été exécutés par divers moyens, pendaison, guillotinage, peloton d'exécution et même strangulation. Le propre frère de Stauffenberg a été l'un de ceux lentement étranglés à mort dans une prison de Berlin en août. Depuis la guerre, des rues, des écoles et des bâtiments ont été nommés d'après Stauffenberg en reconnaissance du sacrifice qu'il a fait pour débarrasser l'Allemagne du tyran qu'étaient Hitler et les nazis. Journée dans la vie de Joseph Staline. Joseph Staline, à l'origine Ios Bessarionis Dizejou Yageshvili, est né dans la petite ville géorgienne de Gori en décembre 1878. Il a grandi dans la pauvreté, mais a excellé à l'école. Après un bref passage dans un séminaire, Joseph s'est intéressé à la politique socialiste, inspiré par les écrits de Karl Marx. En 1912, Vladimir Lénine, qu'il avait rencontré pour la première fois en 1905 lors d'une conférence bolchevique à Témaphore, en Finlande, l'avait fait membre du comité central bolchevique. Cela lui a ouvert la voie pour jouer un rôle clé dans le soulèvement bolchevique de 1917, qui a entraîné la chute de la Russie tsariste et a finalement conduit à l'établissement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1922. Après la mort de Lénine en 1924 et la lutte de pouvoir qui s'ensuivit, c'est Staline qui est sorti victorieux, dirigeant l'Union des républiques socialistes soviétiques d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1953. On croit que Staline était responsable de la mort d'au moins 6 millions de personnes, tandis que certains chercheurs ont soutenu que le chiffre était plus proche de 20 millions. Staline est donc considéré comme l'un des dictateurs les plus impitoyables et notoires du XXe siècle. Malgré la brutalité de son régime et la violence souvent montrée envers ceux qui vivaient sous son autorité, Staline était un allié crucial dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Sans le rôle de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale, il est très probable que les Alliés auraient échoué dans leur tentative de libérer l'Europe des puissances de l'Axe. Au déclenchement de la soi-disant Grande Guerre patriotique, Staline a considérablement augmenté sa journée de travail. Selon le maréchal Georgi Zhukov, Staline travaillait jusqu'à 15 heures par jour et assumait pas moins de 5 positions de direction.
Ses rôles responsables comprenaient le commandant suprême, le secrétaire général du comité central du Parti communiste de toute l'Union, le président du conseil des commissaires du peuple de l'Union soviétique, le chef du comité de défense de l'État et le commissaire du peuple à la défense. Conscient de la pression croissante sur le commandant suprême, Zhukov a su habilement jauger l'humeur de Staline. Tirer profondément sur sa pipe signifiait qu'il était de bonne humeur. Cependant, si Staline ne rallumait pas sa pipe une fois vide de tabac, c'était signe d'une colère imminente. Cette compréhension a permis à Zhukov de traiter avec Staline d'une manière que les autres généraux ne pouvaient pas. On pense que Staline souffrait d'insomnie et n'était pas un lève-tôt. Il dormait fréquemment tout habillé sur un lit de camp militaire dans sa résidence de la Dacha de Kunzvo. En l'absence d'urgence plutôt nécessitant son attention immédiate, il se levait généralement vers 11 h du matin pour recevoir les premiers rapports sur l'évolution de la guerre. Staline prenait un petit déjeuner léger avant de passer plusieurs heures à travailler, ce qui impliquait de prendre des rapports, de donner des ordres et de conduire des réunions soit chez lui à Kuntsevo, soit au Kremlin. 2 fois par jour, à midi et à 9 h du soir, il recevait des mises à jour de ses plénipotentiaires de Stavka, des hommes qui supervisaient directement l'effort de guerre. L'échec de la soumission de ces rapports était accueilli par une sévère réprimande du leader suprême, souvent sous forme de menaces contre leur position au sein du gouvernement, et même contre leur vie. Dans les premières heures de la soirée, Staline se rendait à son bureau, connu des initiés du régime sous le nom de Petit Coin, qui se trouvait au 2e étage du Kremlin. De là, il dirigeait les sessions du gouvernement militaire révolutionnaire, le comité de défense de l'État soviétique, qui peut être le mieux comparé à un cabinet de guerre. Ces sessions pouvaient durer de longues heures, parfois jusqu'à tard dans la nuit. C'était un moment particulièrement tendu de la journée pour les subordonnés de Staline, tant militaires que civils. La paranoïa du dictateur s'est de plus en plus aggravée tout au long de son règne. L'accès au petit coin était strictement contrôlé. Aucune arme n'était autorisée et tout le monde, quel que soit leur rang, devait porter leur papier d'identité. Il était recommandé aux visiteurs de ne jamais contredire Staline, de ne pas s'engager dans des bavardages et de quitter rapidement sa présence une fois qu'ils avaient terminé leur rapport. La menace d'arrestation persistait. À la fin de la journée de travail intense de Staline, il invitait fréquemment d'autres membres de haut rang du régime à le rejoindre pour dîner à Kunzvo, souvent suivi d'un film. Ce n'était pas le genre d'invitation qui pouvait être refusée. Après que ces hommes aient enfin été autorisés à rentrer chez eux pour quelques heures de repos bien nécessaires, Staline terminait la journée en lisant des livres avant de finalement aller se coucher aux petites heures du matin. Alors que Staline avait le luxe de ne pas avoir à se lever jusqu'à tard dans la journée, de nombreux membres du régime n'étaient pas aussi chanceux et devaient être prêts pour le travail aux premières heures, afin de garantir que l'État fonctionnait sans accroc. Le contrôle de Staline sur la vie de ceux qui travaillaient pour lui, y compris ses généraux, était si omniprésent que beaucoup d'entre eux avaient même des heures de sommeil fixées. Alexander Vasilevski, chef de l'état-major des forces armées soviétiques et vice-ministre de la Défense, par exemple, on lui a dit qu'il devait dormir entre 4 h du matin à 10 h du matin. Staline l'appelait personnellement pendant ces heures pour s'assurer que ses ordres étaient bien suivis. Cependant, la charge de travail de Vasilevski était telle qu'il a dû ordonner à son personnel de mentir à Staline, prétendant se reposer alors qu'il travaillait quelques heures de plus. Au début de la guerre, alors qu'il y avait encore une menace sérieuse de défaite par les Allemands, Staline n'était pas un grand buveur. Il promouvait aussi activement la sobriété parmi ses employés. Cependant, à partir de 1943, cela a commencé à changer. Et les dîners presque nocturnes de Staline sont devenus de plus en plus des événements ivres, surtout pour ces hommes. Ces affaires commencèrent généralement tard, dans l'après-midi, lorsque les magnates de Staline recevaient des invitations à le rejoindre pour le dîner. Comme toujours, ces invitations ne pouvaient être déclinées. Au cours des 6 heures suivantes environ, les associés de Staline étaient encouragés à boire excessivement. Staline participait à la beuverie, bien que ces boissons étaient souvent diluées sur avis médical. Ces événements n'étaient encore pas divertissants pour les officiels soviétiques. Un seul mot mal placé pouvait mettre en danger eux-mêmes ou leur famille. En fait, l'homme d'État Anastas Mikoyan a affirmé que Staline nous forçait à boire pour nous faire parler.
La situation est devenue si grave que certains des hommes étaient prêts à risquer la colère de Staline et à essayer de maintenir un certain degré de sobriété grâce à des tactiques telles que se faufiler hors de la pièce pour faire des siestes ou demander aux serveuses de leur verser de l'eau colorée à la place du vin. C'est dans cette atmosphère qu'une grande partie des affaires de l'État soviétique a été menée. Pendant la soirée, Staline continuait à donner des ordres, recevoir des messages et même approuver des exécutions si nécessaire. Selon le maréchal de terrain, Zhukov, de nombreuses décisions relatives aux forces armées et à la sécurité de l'Union soviétique étaient réglementées lors de ces réunions non officielles, car le contingent des rassemblements était principalement composé des plus hauts fonctionnaires de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Tard dans la nuit, généralement vers 2 heures du matin, Staline suggérait de regarder un film, parfois plus d'un. On sait qu'il préférait les westerns, les films policiers et les films de gangsters. Après cela, il suggérait parfois de manger encore un peu, ce qui signifie que ces pauvres officiels épuisés, et maintenant gueule de bois, ne rentraient souvent pas chez eux, avant bien après l'aube. Comme les années précédentes, Staline terminait sa journée en lisant des livres avant de finalement s'endormir. Cette situation a continué jusqu'au 1er mars 1953, lorsque Staline a subi un accident vasculaire cérébral massif. Il a survécu pendant plusieurs jours avant de finalement décéder le soir du 5e. Après la préparation appropriée, son corps a ensuite été exposé dans le célèbre hall des colonnes pour que les endeuillés de toute l'Union soviétique puissent le visiter. Hitler. Train personnel. Le Führersonderzug. Pendant l'occupation de l'Europe par Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, il avait besoin d'un moyen de traverser le continent et d'un quartier général mobile. Sa réponse ? Un train. Hitler a commencé à utiliser son train personnel en janvier 1939. Après avoir commandé plusieurs wagons entre 1937 et 1939, qui étaient fabriqués en acier soudé, et chacun pesant plus de 60 tonnes. Quelques mois plus tard, en août, les autorités ferroviaires allemandes, la Reichsbahn, ont baptisé la version de guerre du train Führerhauptquartier, ou quartier général du Führer, plus tard codé America. Mais, lorsque la plupart des noms de code pour les trains militaires allemands ont été changés le 1er février 1943, il a été renommé Brandenburg. Le Führersonderzug, signifiant le train spécial du Führer, a servi à visiter de nombreux fronts et théâtres de guerre en Allemagne, Pologne, Italie et France. Cependant, le train lui-même est enveloppé de mystère. Nous ne connaîtrons jamais la composition exacte du train, car après chaque voyage, toute la documentation était détruite pour éviter qu'elle ne soit utilisée contre les nazis. De plus, le wagon personnel d'Hitler a été détruit le 27 avril 1945 par un employé de confiance d'Hitler, Julius Gregor Schaub, mais des informations divulguées en juin 1941, ainsi que les registres existants de la Reichsbahn, nous ont donné une idée de sa composition de base. Le Führersonderzug a été réorganisé à quelques reprises, au fil du temps. Par conséquent, il aurait mesuré entre 300 et 430 mètres de long, et aurait eu entre 10 et 16 composants. Les premiers composants étaient les 2 locomotives, initialement une seule, immédiatement suivie par un wagon plat Flakwagen, qui était conçu pour ressembler à un wagon de fret normal, mais il avait 2 canons anti-aériens placés sur le dessus. Un porteur de bagages suivait le Flakwagen, et derrière se trouvait le wagon personnel de Hitler, le Führerwagen. Le wagon de Hitler devait être de taille considérable, car il se composait de 2 antichambres de chaque côté, une chambre à coucher, une salle de bain, des douches, un salon et 3 chambres d'hôtes. Suivait le Befehlwagen, la voiture de commandement où les officiers d'état-major de Hitler travaillaient. La première moitié du wagon était une salle de conférence avec des cartes et 3 téléphones. Dans la seconde moitié, il y avait 4 pièces servant de centre de communication et de déchiffrement, avec standards, émetteurs radio et récepteurs Morse, permettant à Hitler de recevoir des informations cruciales lors de ses déplacements. Ensuite, venait le grand commandowagen lumineux, les casernes pour les 22 soldats de la garde du corps Schutzstaffel de Hitler, et le service de sécurité du Reich, les Reichsteinheimstein, ou service de sécurité du Reich en abrégé, suivi du wagon-restaurant, de 2 wagons pour les invités, et du wagon de bain. Un autre wagon-restaurant suivait, 2 voitures lisses pour le personnel, puis le Presswagen, qui abritait le chef de presse de Hitler, le docteur Otto Dietrich, et son personnel. La propagande était essentielle à l'emprise de Hitler sur l'Allemagne. Il fallait donc que la presse le suive partout. Les 2 derniers du wagon
était un autre wagon à bagages, et une poche de troupeau lorsque Hitler souhaitait voyager en train. Il devait donner jusqu'à 2 heures de préavis, car il était généralement gardé au dépôt de maintenance de Tempelhof à Berlin. L'itinéraire et les arrêts en cours de route étaient réduits au strict minimum, et seuls quelques membres du personnel de confiance connaissaient les informations sur l'endroit où le train allait voyager. Des policiers étaient envoyés pour patrouiller de petites portions de la voie, afin de déjouer toute tentative d'assassinat, comme faire sauter le train par les Alliés ou toute autre personne. À l'instar des autres trains militaires spéciaux des Allemands, des wagons suivaient souvent le Führer Sonderzug, ou avançaient pour dérouter les ennemis hostiles. Toute gare où le train s'arrêtait était lourdement gardée, et le quai était vidé de tous les bagages, porteurs et conteneurs. La police ferroviaire sécurisait les accès, sous le commandement de Johann Rathenhuber, chef du service de sécurité du Reich d'Hitler pendant le voyage. Avant chaque voyage, le Führer Sonderzug était soigneusement fouillé à la recherche d'explosifs ou d'armes cachées, et à la fin, chaque compte rendu du voyage, des notes aux ordres écrits, horaires et documents étaient collectés, comptés et détruits pour cacher l'historique du voyage du train. La routine d'Hitler dans le train consistait à consulter ses conseillers à 10 h du matin dans son Bafilswagen. Le reste du jour, il supervisait principalement le travail de ses employés passagers. Peu de ses ordres ont survécu, mais nous savons qu'il avait une politique stricte contre le tabagisme à l'intérieur des wagons. De 1939 à 1940, Hitler apparaissait aux fenêtres du train lors des arrêts. Saluant ses foules de partisans, cela s'est avéré un moyen efficace de renforcer son culte de la personnalité à travers l'Allemagne. D'un autre côté, le service de sécurité du Reich de Hitler ne pouvait pas faire grand-chose si un assassin surgissait de la mer de main et visait une arme ou lançait une grenade par la fenêtre. Par conséquent, cette pratique a été progressivement abandonnée, et il a gardé les rideaux de sa voiture tirés pendant les dernières étapes de la guerre. Ainsi, les rideaux étaient aussi fermés sur les innombrables juifs déportés dans ces camps de concentration, et les ruines sombres de l'infrastructure allemande autrefois fière, rasées par les bombardements alliés. Après la campagne des Balkans en 1941, le train n'était plus considéré comme le quartier général mobile de Hitler, mais il a continué à l'utiliser beaucoup pour voyager en Allemagne, et vers ses différents quartiers généraux pendant le reste de la guerre. Chaque fois que Hitler prenait son train privé, sa voiture et son avion suivaient de près, prêts à emmener le Führer à tout moment. Le 24 octobre 1940, après une réunion infructueuse avec le général espagnol Franco à Andeil-la-Veille, Hitler s'est rendu à la gare de Montois pour rencontrer le maréchal français Pétain. C'est dans le wagon-restaurant du Führer Sonderzug que le Führer et Pétain ont d'abord discuté verbalement d'une collaboration d'État entre la France de Vichy et les nazis de l'Allemagne. Pétain a annoncé sa collaboration au public français 6 jours plus tard. Le 27 août 1941, Benito Mussolini, Premier ministre d'Italie et allié de l'Allemagne, a rencontré Hitler à Andlach-Zug pour discuter de leur campagne contre l'Union soviétique. Les deux hommes ont voyagé en train jusqu'à un endroit où 2 tunnels renforcés ont été construits à 30 km l'un de l'autre. Les tunnels, achevés par des centaines de travailleurs polonais du camp de concentration cet été-là, s'adaptaient parfaitement aux trains spéciaux et pouvaient être scellés en cas d'attaque. Le train spécial d'Hitler était garé dans le tunnel de Streisand et celui de Mussolini à Estepina. Hitler n'a jamais quitté son train. Chacun des tunnels mesurait 480 mètres de long, 8,3 mètres de large et 12 mètres de haut. Ils étaient renforcés par 2 mètres de béton solide, dans le but de résister à un bombardement aérien lourd jusqu'à l'arrivée des renforts. De façon surprenante, les énormes et coûteux tunnels de bunkers ne seraient utilisés que 2 fois par le Führer au cours de la guerre, la deuxième fois avec Mussolini en octobre, 2 mois plus tard. Plusieurs tentatives d'assassinat d'Hitler ont eu lieu pendant la guerre, mais l'idée britannique de bombarder le Führer Sonderzug n'a jamais été abandonnée. Les exécutifs des opérations spéciales britanniques, formés en explosifs, étaient confiants de pouvoir faire sauter le train avec succès. Cependant, le plan n'a jamais abouti, car il a été jugé irréalisable en raison des préparatifs intensifs d'Hitler avant son voyage à bord du train. Son itinéraire imprévisible empêchait les Britanniques de planifier un bombardement stratégique. Les gardes étaient prévenus que peu de temps avant l'arrivée, et ils voyageaient à des heures imprévisibles pour les tromper. Pour réussir, un assassin aurait besoin d'un accès immédiat et secret à toutes ces informations internes, tout en évitant d'une manière ou d'une autre la surveillance des gardes de chemin de fer permanents. Une fois cette idée abandonnée, un plan éphémère consistait à ajouter 768 grammes de ce qu'on appelait du poison
pour les yeux à l'approvisionnement en eau de la cuisine du train. L'œil était une substance mortelle qui ne montrerait ses effets qu'après près d'une semaine et n'avait pas de remède. L'assassin serait un étranger, recruté pour laver les wagons du train, et trouverait une occasion de verser le poison dans le réservoir d'eau de 540 litres de la voiture-restaurant privée de Hitler. Alors que la nourriture des passagers et les boissons en bouteille étaient soigneusement vérifiées, le service des opérations spéciales britanniques pensait que l'eau du robinet ne l'était pas. Par conséquent, étant donné que Hitler aimait boire du thé, l'eau empoisonnée ne serait probablement pas remarquée lorsqu'il la mélangeait avec du lait. Cependant, cela a vite été jugé trop difficile. Le 16 janvier 1945, Hitler a effectué son dernier voyage à bord du Führer Sonderzug, quittant son quartier général à Alderhausen pour revenir à Berlin. Malgré l'ordre de Hitler à la Schutzstaffel de faire exploser le train, ces 2 wagons en acier ont survécu à la guerre. Les pièces ont été partagées entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, puis renvoyées dans les années 50. Le chancelier allemand, Konrad Adenauer, a utilisé certaines pièces pour son propre train, et d'autres ont continué à être utilisées jusqu'en 1990 avant d'être finalement retirées. Vous pouvez encore voir certains des wagons restants aujourd'hui dans divers musées à travers l'Allemagne.